Alors, on écoute le témoignage d'Anna et je reviens tout de suite après vers vous pour que nous discutions des quelques mécanismes de défense que nous avons entendus. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchouet est avec nous, psychanalyste, mais je ne sais pas pourquoi j'accroche à chaque fois sur ce mot, psychothérapeute. Voilà, c'est dit. Et auteur des Violences invisibles aux éditions Le Courrier du Livre, votre dernier livre, et on pourrait les citer toutes, on n'aurait pas assez de 2 heures, ces violences invisibles. Toutes les violences invisibles, oui, c'est... Je donne des exemples où vraiment elles sont infligées avec le sourire. Il y a des personnes qui sont vraiment douées pour faire du mal. Anna est avec nous. Bonjour Anna. Oui, bonjour. Merci. Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Anna. Vous allez m'aider un petit peu parce que je suis un peu intimidée de passer à l'antenne. Ça va très très bien se passer, Anna. Oui, Jusqu'à présent, nous n'avons jamais mordu personne. Moi, je vous écoute depuis très longtemps. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire. J'étais avec un homme. Oui. Je me suis mariée pratiquement 30 ans, donc on s'est séparés il y a à peu près maintenant 4 ans. Et à la séparation, je me suis aperçue que je vivais avec un manipulateur. C'est une fois que vous étiez séparés que vous vous en êtes rendu compte ? Oui. Mhm. Oui, et je me demande même si cette personne en question, c'est-à-dire le père de mes enfants, savait qu'il était manipulateur. Parce que j'ai vécu 30 ans où j'ai tout fait. Là, tout à l'heure, j'ai entendu que vous disiez quand il faut écouter son intuition. Moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais c'était quelqu'un qui prônait quand même beaucoup de... Il était très droit, il avait beaucoup de morale, il donnait des leçons de morale même. Et moi, ça correspondait un petit peu à ce que je recherchais chez un homme, c'est-à-dire qu'il était très droit. Oui, ça correspondait à votre éthique personnelle. Mais oui. en quoi il était manipulateur ? Qu'est-ce qu'il vous a fait subir ? Il m'a séparé de toute ma famille et de mes amis. J'avais pas le droit d'avoir des amis. Il m'a isolé complètement. Quand, par exemple, la façon comment je m'habillais, à tel point, quand je me suis séparée de lui, je n'arrivais même plus à savoir comment je devais m'habiller. J'ai mis du temps pour aller dans les magasins et pouvoir s'habiller, parce que quand j'allais avec lui, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Oui, il vous humiliait en quelque sorte. Hein. Mais c'était d'une façon très gentille. Ouais. Nos fameuses violences invisibles. Et effectivement, ce sont les mécanismes pervers narcissiques que vous décrivez là. Hein. Ça commence par l'isolation, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer ta famille ne vaut rien, tes amis je les aime pas. Et petit à petit, on se retrouve seul. Et vous présentez même une forme de dépersonnalisation à un moment donné, c'est-à-dire que vous ne savez même plus qui vous êtes. Exactement. Ouais. Je ne savais même plus qui j'étais. Et j'étais éteinte, mais je ne le savais pas. Et c'était quelqu'un qui était très calme, très posé. Et moi, j'étais quelqu'un de dynamique. Et donc, je me disais, ça correspondait, il m'apaisait. Et je me disais, et tout le monde le disait d'ailleurs, quand j'avais découvert une relation extra-conjugale, les gens ne m'ont pas cru. Il a fallu que je leur donne la preuve, tellement qu'ils donnaient une image de parfait. Oui, ce qui est aussi d'ailleurs un des visages du pervers narcissique. C'est exactement ça, ouais. Il y a une façade qui est parfaite. Oui, voilà. Et tous les défauts reviennent à la victime. C'est-à-dire, c'est parce que toi, tu t'habilles mal, c'est parce que tu as dit ça, c'est parce que tes amis sont pas les bons. À cause de toi, tout va mal. Donc, moi, je l'ai souvent dit, on est dans le champ de la schizophrénie. Hein. Je suis le bon Dr Jekyll, la personne parfaite, et toi, tu es le vilain Mr Hyde. Mais en fait, ce qu'il projette sur vous, c'est une identification projective. C'est-à-dire qu'il vous fait porter ce qu'il a peur de voir en lui-même. Et vous remarquerez que les défauts qui sont projetés sur vous, souvent correspondent à la personne. C'est ça ? Je réfléchis à ce que vous êtes en train de dire. Oui. Je ne sais strictement rien. Par exemple, vous dites qu'il y a eu infidélité. Est-ce qu'il était jaloux ? Très. Voilà, vous voyez l'identification très jaloux, projective. L'identification projective, c'est je n'ai pas confiance en toi, tu serais capable de me tromper. Est-ce que vous auriez pu le tromper ? Jamais, parce que ça correspondait pas à justement, c'était quelqu'un, quand on s'est rencontrés, il était quelqu'un qui me disait, oh là là, la fidélité est très importante, le couple est très important. Donc c'est pour ça que même quand
il y avait des choses que je sentais que ça n'allait pas. Pour moi, de moment qu'il était très fidèle. Mais j'en profite, excusez-moi Anna, j'en profite pour donner le message à ceux qui nous écoutent. Hein. Il y a souvent chez des personnes très jalouses, en fait, des désirs d'être infidèles qu'ils projettent sur leur partenaire. Oui, souvent pas toujours. Hein. Ils peuvent avoir vu leurs parents se tromper ou des choses comme ça, avoir une grande peur de l'abandon. Mais c'est intéressant de comprendre l'identification projective aussi pour les personnes qui écoutent, parce que enlever le tu par je, c'est-à-dire s'il vous dit « je n'ai pas confiance en toi », entendez qu'il dit « tu ne devrais pas avoir confiance en moi ». Et alors là, mais il y a une grande angoisse qui va tomber, vous voyez. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve plus sous le feu nourri de cette personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques. Et chaque fois qu'il vous disait tu vaux rien, ça voulait dire « je ne vaux rien ». J'ai tellement peur de ne rien valoir, oui, c'est ça. Mais alors, vous voyez pourquoi pourtant j'avais l'air d'être vive d'esprit et de comprendre certaines psychologies, parce que je travaille en psychiatrie. Mais si vous voulez, c'était insidieux, c'était pas dit de cette façon-là. Vous voyez, par exemple, la jalousie et la façon de s'habiller, qu'on voit pas un petit peu la poitrine en l'air, qu'on voit pas même les bras en l'air, des choses comme ça. C'était dit d'une façon très amoureuse. C'est parce que je t'aime que je veux te protéger des yeux des autres. Ben, bien sûr. Parce que ton corps est si précieux. Et donc, du coup, si vous voulez, nous, on sent qu'on est précieux à cette personne-là. Et on adhère à un moment donné. C'est pour ça qu'on est dans un... Oui, mais c'est le fameux chaud et froid parce que c'était jamais dit méchamment. C'est pour ça que je suis restée presque 30 ans. Parce que jamais tu vaux pas le coup. Non, c'était « Ah, ce pull-là, il est joli, mais... Ah, tu as fait ça, mais... » Il y avait toujours ce « mais aussi gentil. » Et alors, qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience à un moment donné qu'il fallait que vous parce qu'il y a eu une infidélité et que je m'étais aperçue et que c'est certainement pas la première, certainement, sauf que celle-là, je me suis rendu compte et qu'il a fallu quand même que je reste avec cette personne-là pendant 6 mois en le sachant, sans rien dire, pour accumuler les preuves. Pour les montrer, parce que personne n'allait me croire. C'est quand même intéressant, Anna, que vous réalisiez que vous avez accepté d'être assez maltraitée pendant 30 ans et qu'il a fallu qu'il y en ait une autre pour que vous acceptiez de prendre conscience qu'il fallait partir. Alors, je vais vous dire quelque chose encore de meilleur, c'est que cette autre-là, il y a eu une fragilité chez elle, je l'ai su après, et qu'il commençait à la manipuler de la même manière qui m'a manipulé moi, c'est-à-dire tu mets pas la robe parce qu'on voit tes jolies jambes et pour moi ce corps-là il est magnifique. Oui, mais voyez, vous parlez beaucoup de lui et pas tellement de vous. Non. Ben non, parce que je me sens coupable d'être restée aussi longtemps et de n'avoir rien vu. Alors là, je voudrais préciser quelque chose qui a été dit en début d'émission. J'ai écrit dans Les violences invisibles que nous sommes responsables, mais en aucun cas coupables. Vous n'êtes coupable de rien. Nous sommes responsables à un moment donné de comprendre ce qui se passe, de réaliser, de prendre des décisions. Responsable, c'est celui qui peut répondre de ses actes. Mais coupable, non, absolument pas. Vous n'êtes coupable de rien. Ben, j'ai rien vu. Ouais. Oui, mais parce que Anna, vous n'avez rien vu parce que vous n'en aviez pas les capacités, tout simplement. Non. Voyez. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est de faire quand même le point entre le fait que vous décidez de partir parce qu'il va vers une autre femme. Oui. Et donc ça veut quand même dire que vous aviez accepté et que vous auriez peut-être continué à accepter d'être maltraité parce que mal aimé. Donc ça veut dire qu'il y a quand même encore chez vous une capacité à subir des choses qu'il ne faut pas subir parce que ça veut dire que vous ne vous respectez pas suffisamment. Et c'est ce travail-là qu'il faut profiter de faire maintenant. Mais je ne crois pas que maintenant j'accepterai, bon déjà parce que voilà, j'accepterai un homme qui me traite de la même manière et que cette intuition-là, il faut l'écouter parce que je me disais il y avait quelque chose qui ne va pas, qui n'allait pas. Mais en même temps, il était très gentil et en même temps moi j'étais très dynamique et lui très posé et en même temps voilà vous voyez vous savez en même temps vous voyez où ça nous mène hein. Et oui voilà, j'arrive à vous faire très rire. Forts. Les manipulateurs ils sont très forts, croyez-moi, enfin vous le savez.
Mais bien sûr, c'est comme les escrocs, Anna. Hein, C'est ça. si on veut escroquer quelqu'un, il faut avoir l'air de. Il faut C'est d'abord, ça. il faut 2-3 fois déjà lui rendre ce qu'on lui a emprunté, et puis une fois qu'on a enfin. Exactement. Ouais, en même temps, j'ai envie de dire que le plus bel escroc, c'est moi. Et c'est moi vis-à-vis de moi-même, à un moment donné, Oui. où je me raconte des histoires en disant en même temps, il est charmant, en même temps, il est posé, en même temps, ouais, mais ça s'appelle du déni. En même temps, je vis des choses insupportables. Exactement. Et celui qui m'escroque, c'est moi-même. Hein. D'ailleurs, quand on travaille sur ce genre de problème, sur la violence invisible en thérapie, alors bien sûr, on laisse les personnes parler, hein, on leur laisse se raconter, mais elles racontent, comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure, elles racontent l'autre. Et au bout de quelques séances, à un moment donné, quand même, j'ose dire, mais enfin, vous ne me parlez jamais de vous. Le sujet, c'est toujours l'autre. Et je crois que c'est ça qui arrive justement à faire les personnes qui emploient des violences invisibles, c'est à devenir le sujet absolu qui fait qu'on finit par s'effacer. Qu'on finit par ne même plus savoir comment on va s'habiller, c'est l'autre qui doit dire comment on doit s'habiller. Donc, maintenant, effectivement, Anna, il est temps de parler de vous, de vos projets, de vos envies, de vers quoi vous souhaitez aller. Qu'est-ce qui vous fait envie ? Ah mais là oui, là je revis pleinement ma vie. Oui, mais Anna, vous connaissez. J'ai mis 4 ans pour m'en sortir. Anna, vous connaissez une question que je pose très souvent. Quelle est la personne la plus importante pour vous ? Au jour d'aujourd'hui, vous m'aurez posé la question il y a 6 mois, je vous aurais dit je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, c'est moi et moi-même. D'accord, c'est bien. Alors peut-être que vous aviez besoin de rencontrer une épreuve qui vous a obligé à naître, parce que c'est une naissance que vous nous dites là. Avant, je n'existais pas, et maintenant, je commence à exister. Oui, je renais. Ouais. Mais j'ai laissé des plumes. Oui, Même enfin. après la séparation, j'ai laissé des plumes. Ouais, mais les plumes, ça repousse. Anna, les épreuves, si on en fait quelque chose, elles nous permettent de grandir. Ouais. C'est toujours la même histoire. Ça va vous rendre plus apte à être tolérante vis-à-vis des autres, ça va vous ouvrir aux autres, vous allez peut-être pouvoir plus parler de vous, communiquer en étant sujet. Enfin, vous voyez, c'est tout ça qu'il faut peut-être. Ouais, je ne sais pas si ça va l'amener à être plus tolérante ou peut-être l'être moins, justement, parce que ce que Anna a besoin, c'est d'être moins tolérante. Oui, non, mais je veux dire vis-à-vis de ses amis, j'entends. Oui. Parce que je me répète, c'est pas grave. C'est la désidéalisation de soi et la désidéalisation de l'autre, la désidéalisation du couple, si vous voulez, qui fait qu'à un moment donné, on peut arriver à trouver quelque chose de l'ordre du bonheur et de la joie. Vous voyez, tant qu'on est dans l'idéal, on se dit non, l'autre il est parfait. Bon là, il vient de se tromper, oui, mais c'est parce que. Et là, on rentre dans le déni, au nom de cet idéal. Alors que si on a désidéalisé le couple, on dit est-ce que c'est acceptable ou est-ce que ça n'est pas acceptable ? Tout simplement, est-ce que j'en veux ou est-ce que je n'en veux pas ? Et d'ailleurs, on l'a bien vu, puisque Anna nous a bien raconté à quel point il avait l'air honnête, il était formidable, il avait les mêmes... Il était sur un piédestal. Etc. Sauf que ça ne suffit pas. Voilà, c'est pas ça, la vie. Merci Anna, en tout cas, de votre témoignage. Merci beaucoup. Donc nous avons bien entendu quelques mécanismes de défense que je décris dans mon livre Les violences invisibles. Évidemment, tout de suite, l'isolement. La première chose que fait une personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, c'est de nous isoler. Ta famille ne vaut rien, tes amis je ne les aime pas, il faut qu'on arrête de les voir. Et la personne, au bout d'un moment, se retrouve seule. Quel est l'objectif ? Déjà, l'objectif, c'est d'empêcher qu'un tiers puisse rentrer de l'extérieur et habiter le couple, où il pourrait dire, dis donc, j'ai vu une chose qui n'est pas normale. Donc dire la loi, en fin de compte, se substituer à la loi et pouvoir la dire. Donc, on isole la personne. Et puis, on crée un couple fusionnel. Et j'en reviens un petit peu à dire la même chose. La précédente vidéo traitait de schizophrénie et perversion narcissique. On entend bien, là encore, dans le témoignage d'Anna, le clivage de l'objet qui répond à une angoisse de dissociation, c'est-à-dire un clivage qui devrait habiter la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques. C'est-à-dire qu'on crée un couple fusionnel. Alors ça marche à la maison, ça marche en couple, mais ça marche aussi au travail. On peut créer un couple fusionnel avec un subalterne. Ça marche bien évidemment aussi avec les enfants. On crée une relation fusionnelle et à l'intérieur de cette relation fusionnelle, on dit voilà, je suis le bon Dr Jekyll, j'ai toutes les qualités, je brille et je suis en plus, elle le dit bien, les violences sont invisibles. Il a le sourire, il est charmant et toi, tu te trompes, tu ne sais pas t'habiller, je n'ai pas confiance en toi, tu pourrais bien me tromper, tu pourrais être infidèle. Donc on voit bien l'identification projective qui s'appuie sur une isolation à un moment donné et le clivage du moi, le clivage de l'objet, qui répond au clivage du moi. Comme autre mécanisme de défense, oui c'est ça, ce sont les principales que nous avons vues, l'isolation,
le clivage, l'identification projective, pardon, et le clivage de l'objet. Je vous l'ai dit dans le désordre, c'est plutôt clivage de l'objet et identification projective. Voilà ces 3 mécanismes. Vous pouvez peut-être, à l'aune de ce qu'on vient de discuter, réécouter de nouveau le témoignage. Vous pourrez repérer ces mécanismes de défense. J'en ai repéré d'autres, c'est ceux qui me semblent le plus importants, parce que si on comprend bien, comme je le dis au cours de l'émission, si on comprend bien l'identification projective, alors on remplace le tu par je. S'il vous dit tu est nul, en réalité, il veut dire « j'ai tellement peur d'être nul ». S'il vous dit « je n'ai pas confiance en toi », en vérité, il dit « j'aimerais bien être infidèle et cet aspect de moi, je ne le supporte pas ». Dans le témoignage d'Anna, la personne passe à l'acte, mais il peut aussi ne pas passer à l'acte. Il n'est pas forcément infidèle. C'est la pulsion qui le dérange, c'est pas le passage à l'acte forcément. Voilà ce que je voulais dire en tout cas sur ce témoignage. N'hésitez pas en commentaire à faire vous aussi vos réflexions, à dire ce que vous en avez pensé. Je les lis et bien souvent j'y réponds. Voilà, à tout de suite, à bientôt. Au revoir.